Économie le Max sur i24 News. Merci d'être avec nous. L'entrepreneuriat au cœur de cette édition. Un rendez-vous aujourd'hui, le 22e Salon des entrepreneurs au Palais des Congrès à Paris. L'occasion de lever le voile sur l'ambition des jeunes des banlieues. Le MEDEF finance un programme de formation. Deux invités seront également avec nous dans un instant pour parler de leur tour du monde de l'entrepreneuriat. Et puis 1,5 milliard de personnes dans des bidonvilles à travers le monde d'ici 2020. La maîtrise de l'urbanisme, défi planétaire et local aussi, vous le verrez, en Afrique du Sud. Fléau hérité de l'époque de l'apartheid, le mal logement appelle des solutions innovantes. Découverte des plus récentes technologies en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Et avant cela, l'essentiel de l'actu éco-international. Le feuilleton d'abord de la tournée anti-austérité du nouveau gouvernement grec issu de la gauche radicale. Yanis Varoufakis, le ministre des Finances, est rendu aujourd'hui à Francfort, au siège de la Banque Centrale Européenne. Entretien fructueux, a-t-il dit, avec Mario Draghi, juste avant une réunion du Conseil de gouverneurs de la BCE autour d'un soutien financier crucial en faveur des banques grecques. En tout cas, on le constate, globalement, les soutiens se multiplient en faveur d'Athènes, comme hier à Rome, où Matteo Renzi, le Premier ministre italien, a assuré à son homologue Alexis Tsipras qu'un accord sur la dette était possible. L'élection en Grèce est un message d'espoir pour toute une génération, celle à laquelle Alexis et moi appartenons, et qui demande plus d'attention envers ceux qui ont souffert de la crise. Le problème, ce n'est pas le choix du peuple grec pour un nouveau gouvernement. Le problème, c'est d'abord le fait que la Troïka a mis en place une politique qui a fait empirer la situation en Grèce. Ouais, Alexis Tsipras qui rencontrait ce matin Jean-Claude Juncker à Bruxelles, le président de la Commission européenne. Tsipras qui avait aussi rendez-vous à Paris quelques heures plus tard. Discussion avec François Hollande avant l'entrevue très attendue demain entre Yanis Varoufakis et Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances. À noter aussi le très fort rebond hier de la bourse d'Athènes, plus 11,27%. Et en marge de tout cela, l'Europe poursuit sa stratégie d'ouverture vers l'Asie du Sud-Est, un marché de 600 millions de consommateurs. Hier, vous le voyez en présence du chef du gouvernement singapourien, la chancelière allemande a confirmé que l'accord historique de libre-échange avec Singapour était en phase de ratification. Avec 46 milliards d'euros d'échanges en 2013, Singapour est le 15e partenaire économique de l'Europe, mais aussi son deuxième investisseur asiatique. Nous apprécions Singapour en tant que partenaire économique, partenaire dans la recherche, mais aussi en tant que pays clé en Asie du Sud-Est, étant très intégré dans cette région. Aux États-Unis, épilogue pour Standard & Poor's dans l'affaire des subprimes, 1,5 milliard d'amende. S&P devient la première agence de notation à payer pour son rôle controversé dans la crise financière de 2007-2008. Un accord avec la justice US qui lui permet d'éviter un procès pour conflit d'intérêts. Entre 2004 et 2007, les activités de S&P ont trompé les investisseurs en gonflant de manière artificielle les notes de certains placements et en sous-estimant les risques pour les investisseurs, y compris les institutions assurées par le gouvernement fédéral qui ont perdu des milliards de dollars. Un détour par le Brésil et à l'heure où les prix de l'énergie diminuent un peu partout dans le monde, et bien à l'inverse, ils pourraient fortement augmenter dans ce pays. Le Brésil qui fait face à l'une des plus graves sécheresses de son histoire. Du coup, les usines hydroélectriques ne produisent que peu d'électricité et les tarifs pourraient grimper de 30%. Il ne fait aucun doute que les effets du rationnement énergétique vont être très graves. L'impact sur l'économie est énorme et en particulier sur l'industrie. Le budget de cette année devra être révisé. Nous pouvons nous attendre à une récession beaucoup plus profonde que prévu. Sachez par ailleurs que la justice brésilienne vient de geler 90 millions d'euros d'avoirs appartenant au groupe français Alstom, soupçonné de corruption dans des contrats d'énergie. Et puis au Venezuela, les autorités ont réquisitionné une chaîne de grande surface accusé d'aggraver les pénuries de biens de première nécessité que subit le pays en vue d'attiser la contestation sociale. Le président Maduro dénonce une guerre alimentaire. Dans le respect des lois, ces supermarchés seront occupés et régulés au service du peuple vénézuélien. Les administrateurs du groupe seront détenus durant l'enquête pour avoir lancé la guerre de la nutrition contre la population. L'entrepreneuriat, on y vient. Comment réussir la grande aventure de la création d'entreprise? Le Salon des entrepreneurs se tient à Paris cette semaine. Gros plan aujourd'hui sur ce programme de formation lancé par l'association Agir pour réussir de Cergy, financé en partie par le MEDEF. Il se présente comme un pont entre les quartiers et l'univers du patronat. Reportage.
Ils sont 15, âgés de 20 à 34 ans, avec ou sans diplôme. Pendant 5 semaines, ils ont suivi une formation à la création d'entreprises comme Mawete. Son projet, vendre sur Internet des produits alimentaires à prix cassé grâce au système d'achat groupé. L'idée lui trottait depuis longtemps dans la tête. J'avais pas de modèle en fait, de gens qui ont entrepris du jour au lendemain, qui ont réussi. Et le fait d'avoir des témoignages de gens qui l'ont fait, ça nous rassure et ça nous motive aussi. On se dit, si eux ils l'ont fait, oui, pourquoi pas nous en fait. Méthodologie, cours d'études de marché, toutes les clés leur ont été données pour concrétiser des projets très variés. Adrien et Sarah se sont rencontrés ici et ont eu l'idée d'un système de navette pour les proches de personnes incarcérées. Des ex-détenus avec qui on a parlé nous ont bien fait comprendre que la base pour te garder la tête hors de l'eau là-bas, franchement, c'était vraiment le soutien. C'était vraiment le soutien et c'est sur ça qu'on mise. Le programme a été financé par le MEDEF et d'autres partenaires qui continueront à accompagner les jeunes à l'issue de la formation. C'est une sortie par le haut des quartiers, des régions, de la France, par l'économie, par l'entreprise. Plus on aura d'entrepreneurs, plus on aura d'emplois créés. Mais pour Moussa Camara, qui est à l'origine du projet, l'entrepreneuriat n'est pas simplement une réponse au chômage. La réussite économique fait partie d'une des réussites qui pourra sortir nos quartiers de ces problématiques aujourd'hui. On sait qu'un jeune qui entreprend, qui réussit à bien se débrouiller en montant sa boîte, forcément, il va recruter. Et où il va recruter, déjà d'où il vient. Lancé dans le Val d'Oise, le programme pilote pourrait être étendu à l'ensemble de la France. Voilà, programme ambitieux. On accueille à présent nos deux invités du jour. Louisa Ménard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et puis Edgar Roussy, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Voilà, vous faites partie de l'équipe. Alors, W Project, expliquez-nous un petit peu un tour du monde des entrepreneurs français basés à l'étranger. Exactement. On a monté, donc c'est une association à but non lucratif que Brice de Mattarel et Thomas Nonterme ont monté il y a 2 ans à Paris. Et on part pendant 1 an dans 15 pays à la rencontre des entrepreneurs français de l'étranger. On va sur place, on les rencontre, on les interviewe en vidéo, on fait des portraits de 4-5 minutes, des vidéos qu'on poste sur notre site internet, 4 à 5 vidéos par semaine à peu près. Alors vous choisissez ces pays ? Exactement. Donc on choisit ces pays en fonction de où sont les entrepreneurs français à l'étranger et de l'économie créative. Donc nous, notre équipe se concentre sur l'économie créative, donc tout ce qui est rattaché à l'art, la culture, le design, la mode, l'architecture. Et donc on a commencé avec le Danemark et la Suède. Ce sont les 2 pays d'Europe. Ça se trouve en Europe surtout, ces Français, ils vont en Europe avant tout. Ils sont partout. Ouais. Les Français sont partout et entreprennent partout. Donc on a commencé par le Danemark et la Suède. Ensuite on s'est intéressé à l'Asie. Ouais. Donc on a été en Inde, donc dans le sud de l'Inde, donc Bangalore et Bombay. Ensuite on a enchaîné avec le Vietnam, la Corée du Sud et le Japon, avant de s'intéresser à l'Australie, où on a eu justement l'occasion de rencontrer la délégation française du G20 des entrepreneurs. Alors le G20 des entrepreneurs, un événement annuel ? Non, c'est un événement qui est en parallèle du G20, économique, et c'est organisé dans le cadre, donc un partenaire avec EY et Citizen Entrepreneur, qui est donc une association française à Paris, qui emmenait une délégation pour travailler sur les problématiques d'entrepreneuriat des jeunes. Alors qu'est-ce qui vous a amené ici en Israël ? L'entrepreneuriat, la culture start-up, la Startup Nation. Donc la réputation un petit peu d'Israël, côté high-tech. Ouais. Surtout, particulièrement après le livre Startup Nation et tout ce qui est high-tech ici qui est très très développé. Ouais, alors vous avez découvert quoi exactement au niveau de la mentalité peut-être d'entreprise ? C'est quelque chose de différent, quelque chose que vous connaissiez Oui, c'est vrai que il faut dire, on arrive du Brésil là, donc voilà, on change beaucoup. Non, il y a une mentalité qui est très nettement en faveur de l'entrepreneuriat ici. On sent bien, d'après les retours, on est au milieu de notre séjour ici, donc on ne sait pas exactement, mais on sent bien qu'il y a pas de peur de l'échec, que les gens vont essayer, vont tenter, et puis on va voir, mais c'est pas grave, l'échec c'est pas définitif. Moins qu'en France, ça c'est assez net. Oui. Enfin, d'après les retours qu'on a. Et c'est ça que vous retenez un petit peu de l'entrepreneuriat, c'est avant tout peut-être un état d'esprit, une culture. Oui. Peut-être, ouais. Ça vient quel grand groupe vous avez distingué à travers votre tournée ? Donc ça vient beaucoup du pays, mais ça vient aussi de ce que le pays met en place. Typiquement, ici, il y a énormément d'incubateurs, d'accélérateurs. Tout est fait pour entreprendre. Enfin, vraiment, c'est... Vous pensez que c'est vraiment une des lacunes aujourd'hui de la France, que vous connaissez bien ? C'est à ce niveau-là, c'est au niveau de l'ouverture de l'offre aux jeunes entrepreneurs, les outils dont ils disposent ? Alors, c'est pas forcément une lacune, parce que nous, on a rencontré personne qui fuyait la France. C'est vraiment des entrepreneurs français qui cherchent quelque chose d'autre à l'étranger, qui en général veulent rentrer en France après, et qui utilisent la marque France, le Made by France, qui gardent l'accent français alors que ça fait 15 ans qu'ils sont aux US, qui rajoutent le drapeau français sur leurs produits. Enfin, vraiment, c'est un atout d'être français et de mettre en avant cette marque française. Il y a une différence justement entre vivre dans un pays et y travailler. C'est quelque chose qui...
Énorme, oui. Ça, c'est l'un des gros retours qu'on a. Tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés vous conseilleront de venir passer du temps dans le pays. Passer du temps, c'est pas juste un week-end, 7 jours, c'est venir passer quelques mois, apprendre à connaître l'écosystème, comment ça fonctionne, comment on se crée un réseau. C'est la base de tout. Et comment vous les voyez, ces jeunes entrepreneurs? C'est un programme à long terme ou c'est un coup de folie et puis ça peut passer, on va changer de pays au bout de quelques années? En général, quand on s'installe pour entreprendre, c'est sur le long terme. Donc on s'installe dans le pays et c'est pour ça qu'en fait, les entrepreneurs conseillent de faire une étude de marché avant et d'y venir parce que par exemple, l'Inde, c'est un pays très particulier. Donc il faut venir préparer avant d'entreprendre et d'y rester sur le long terme. Il faut être sûr de vouloir et pouvoir y vivre aussi. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le contexte économique, on sort quand même d'une crise assez majeure, est-ce que c'est plus propice à ce que les jeunes aujourd'hui deviennent entrepreneurs, que chacun prenne en main son destin et puis devienne son propre patron plus qu'hier? Je pense que oui. Et en plus, s'il y a un enseignement qu'on doit tirer de toutes nos rencontres là, de l'année passée, c'est que le plus tôt, c'est le mieux. Et tous les entrepreneurs nous ont dit, vous êtes jeunes, profitez-en, vous n'avez pas d'enfants à charge, de famille, vous n'avez pas d'engagement profond, donc il faut y aller, il faut vous lancer. Et j'imagine vraiment que la crise facilite ça, c'est une nouvelle solution en fait. Et pour finir, est-ce que vous auriez un petit conseil universel aux jeunes entrepreneurs qui veulent se donner, de ce que vous avez appris dans votre tournée? Oser. C'est le mot qui est vraiment revenu en permanence. Osez, entreprenez. Au pire, on recommence. Prendre le risque et puis après on voit ce qui se passe. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour votre expérience. Et notre second dossier nous mène en Afrique du Sud, deuxième économie du continent, un pays où malgré tout 5 millions de personnes habitent dans des bidonvilles. Ils sont les perdants de l'urbanisation et du manque de logements dans les métropoles. Faute de politique efficace en matière d'habitat, la priorité est de limiter les risques inhérents à ces conditions de vie. Sécuriser les bidonvilles à l'aide de la technologie, c'est le pari de certains entrepreneurs. Johanna Citruc. Dans ces bidonvilles, ils sont environ 5 millions. Plus de 13% de la population sud-africaine qui s'entasse dans des petites habitations de fortune. C'est la conséquence d'une urbanisation croissante et d'un manque de logements hérité de l'époque de l'apartheid. Mais à défaut de pouvoir reloger tout le monde, le ministère des Sciences et Technologies cherche des solutions pour diminuer les risques liés à ces conditions de vie. Et c'est au Salon de l'innovation qui se déroule à Pretoria que l'on peut observer les premières trouvailles. Nous n'essayons pas d'améliorer les bidonvilles. Ce que nous essayons de faire, c'est d'empêcher qu'à l'avenir, les gens perdent leur vie ou leurs affaires ou leurs moyens de survie, ce qui arrive à chaque inondation dans les bidonvilles. Des fondations capables de flotter, des structures assez solides pour résister aux orages ou encore des détecteurs d'incendie un peu particuliers. Il y a souvent de la fumée dans les bidonvilles à cause du manque d'électricité, de la pauvreté, etc. Les habitants utilisent souvent des feux pour cuisiner dans leur vie quotidienne. Donc un détecteur de fumée normal, comme on en a dans les maisons, n'est pas efficace. Il se déclencherait trop souvent. Ces boîtiers repèrent les changements de température, ce qui constitue un bien meilleur indicateur des incendies dans cet environnement. Des solutions pratiques qui pourraient également s'exporter, puisque selon les estimations, en 2020, 1,4 milliard de personnes dans le monde seraient obligées de vivre dans des bidonvilles. C'est quasiment autant que le nombre d'habitants en Chine. Des chiffres impressionnants. Le Media Watch tout de suite. On reparle de la Grèce à la une de cette revue Tresse avec cette fois l'impact de l'austérité. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Et cette terrible corrélation entre austérité et taux de suicide. Oui, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs grecs et américains qui ont étudié toute une série de statistiques mensuelles sur le nombre de suicides en Grèce entre 1983 et 2012 et ils sont finalement arrivés au constat suivant. En Grèce, les suicides ont fortement augmenté avec l'austérité. Le moment où c'est le plus frappant, eh bien, c'est en juin 2011 lorsque le gouvernement annonce une seconde vague de mesures d'austérité avec notamment la baisse du salaire des fonctionnaires et aussi la réduction des dépenses sociales. Eh bien, dans les mois qui ont suivi, le nombre de suicides a augmenté de près de 36%. Des chiffres qui parlent. On parle, Johanna, aussi du service Uber qui a un nouveau concurrent, c'est Google, ni plus ni moins. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas encore Uber, il s'agit d'une application qui permet de réserver des véhicules avec chauffeur. Aujourd'hui, la société est présente dans plus de 200 villes dans 54 pays et au grand désespoir des chauffeurs de taxi à qui elle fait de la concurrence. Mais bientôt, c'est Uber qui pourrait perdre certains clients au profit donc de Google, puisque selon Bloomberg, le géant du web serait actuellement en train de travailler sur un service un petit peu similaire, un service de réservation de véhicules. La particularité, c'est qu'il pourrait fonctionner
fonctionner via un autre projet sur lequel Google travaille actuellement, c'est la Google Car, donc une voiture sans chauffeur. Ouais, dont on entend beaucoup parler. Puis Johanna, vous aviez une jolie petite histoire pour nous aussi. Oui, une histoire racontée par le New York Times, celle de Brandon Stanton, le créateur du blog de photos Humans of New York. Mi-janvier, en fait, il se rend dans un des quartiers les plus pauvres de Brooklyn et il prend en photo Vidal, un jeune garçon de 13 ans, et qui lui confie que la personne qui a le plus influencé sa vie, c'est Nadia Lopez, la proviseure de son collège. Il lui explique que c'est pour lui comme une deuxième maman. Brandon Stanton décide alors de rencontrer cette femme qui lui parle de son projet d'emmener ses élèves visiter l'université d'Harvard pour les encourager à être plus ambitieux. Le problème, c'est que c'est loin, c'est dans le Massachusetts et le voyage coûte trop cher pour y emmener tout le monde. Mais le photographe qui est touché par cette histoire décide de lancer une collecte de fonds sur Internet pour récolter $100 000. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Il a même obtenu bien plus que prévu, plus d'1 million de dollars. Et selon le New York Times, l'école profitera du surplus d'argent pour financer un projet éducatif d'été et des bourses universitaires. Très belle histoire en effet. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. La Grèce au programme et puis l'Égypte aussi. Deux anciennes civilisations. Et d'ici là, l'info continue. Restez avec nous.